Le 10 octobre 2025, le Burkina Faso ferme la rivière Sahel, en pleine surprise internationale, et l'onde de choc dépasse l'eau jusqu'à la souveraineté. L'audit évoque plus de 70% du débit capté pour des intérêts étrangers, indenté de 2 milliards versés depuis 1947 et 80% des données hydriques contrôlées depuis Genève. Dans ce basculement, Ibrahim Traoré promet de reprendre la main. 300 millions restent au pays, 60% du réseau revient dans 8 semaines, mais la pénurie et les sanctions restent en embuscade. Reste une question. Qui paiera le coût réel? Pour entrer dans le sujet sans slogan, l'objectif est simple. Comprendre ce que la fermeture de la rivière Sahel change réellement et ce qu'elle risque encore de provoquer. En l'espace d'une demi-heure environ, on peut en retirer trois éléments très concrets. Une lecture claire des faits révélés par l'audit, une mise en perspective des risques économiques et géopolitiques, et une évaluation honnête de ce que cette décision signifie pour la population. Derrière le geste d'Ibrahim Traoré, il y a une équation simple mais instable. Récupérer une ressource stratégique sans provoquer un effondrement interne ni un isolement irréversible. Chaque donnée citée, chaque étape décrite sert à répondre à cette équation, sans extrapolation ni promesse facile. Le véritable enjeu n'est pas seulement l'eau, mais la capacité d'un État à rompre avec des accords hérités du passé, tout en maintenant un minimum de stabilité sociale et économique. C'est cette ligne de crête entre souveraineté assumée et vulnérabilité immédiate que cette analyse va suivre pas à pas. Dans les premières heures après l'annonce, une révélation décisive apparaît. Plus de 70% de l'eau de la rivière Sahel ne servait pas aux usages domestiques du Burkina Faso. L'audit national montre que ce volume était orienté vers l'irrigation industrielle et la production énergétique contrôlée par des intérêts étrangers, un chiffre qui a immédiatement changé la lecture de la décision d'Ibrahim Traoré. Cette donnée s'inscrit dans une histoire longue, construite bien avant l'arrivée de l'actuel pouvoir. Dès 1947, des accords de gestion hydrique ont été signés dans un contexte colonial, transférant progressivement la supervision des infrastructures, des flux et même des données climatiques à des entreprises européennes et américaines. Ces accords, rarement débattus publiquement, ont façonné une dépendance structurelle. L'eau circulait, mais la décision ne circulait plus. Avec le temps, cette organisation est devenue invisible pour une grande partie de la population. L'accès à l'eau semblait acquis, tandis que les coûts réels étaient externalisés. Plus de 1,2 milliard de dollars ont été versés sur plusieurs décennies pour des contrats hydrauliques jugés inéquitables par l'audit, sans amélioration proportionnelle des infrastructures locales. En parallèle, 80% des relevés hydriques et climatiques étaient stockés et exploités par une société privée basée à Genève, privant l'État burkinabé d'une vision autonome de ses propres ressources. Dans ce contexte, la décision d'Ibrahim Traoré prend un autre sens. La fermeture de la rivière n'est pas une rupture soudaine, mais l'aboutissement d'un diagnostic. Un pays riche en ressources, mais pauvre en contrôle. Le geste a transformé une dépendance technique en débat politique ouvert. Il a aussi déplacé la question centrale, passé de Yoto pouvons-nous fermer le robinet à B pouvons-nous enfin décider pour nous-mêmes. Dans les jours qui ont suivi la fermeture, l'attention s'est souvent portée sur les réactions internationales. Pourtant, les premiers effets concrets se sont joués ailleurs, à l'intérieur du pays, dans des espaces rarement visibles dans le débat géopolitique. Des ingénieurs burkinabés, jusque-là cantonnés à des rôles secondaires sous supervision étrangère, se sont retrouvés en première ligne. Leur mission n'était pas symbolique. Rétablir l'accès minimal à l'eau dans un système brusquement privé de ses appuis extérieurs. À Ouagadougou et dans plusieurs régions rurales, les infrastructures ont montré leurs failles presque immédiatement. Certaines stations de pompage dépendaient de logiciels, de pièces ou de protocoles contrôlés depuis l'étranger. La coupure a révélé une réalité peu discutée. La dépendance ne concernait pas seulement les volumes d'eau, mais aussi la capacité à réparer, ajuster et décider. En quelques jours, des équipes locales ont dû improviser, contourner, parfois simplifier des systèmes conçus pour ne pas fonctionner sans assistance extérieure. Un premier résultat est néanmoins apparu rapidement. En moins de 2 mois, environ 60% du réseau hydraulique a été remis en état, selon les données communiquées par les autorités.
Ce chiffre ne signifie pas un retour à la normale. Il indique plutôt un seuil critique franchi, celui où l'effondrement total a été évité. Pour une partie de la population, notamment dans les zones urbaines, cet effort a limité les coupures prolongées. Dans les zones rurales, il a pris la forme de comités d'eau, chargés de répartir une ressource devenue incertaine. Cette phase précoce éclaire aussi le rôle politique de la décision d'Ibrahim Traoré. Avant même les sanctions ou les débats diplomatiques, la fermeture a forcé une confrontation immédiate avec les capacités réelles de l'État. Elle a déplacé le centre de gravité du discours de la scène internationale vers le terrain, là où la souveraineté cesse d'être un concept et devient une contrainte quotidienne. Avant la décision, le fonctionnement de la rivière Sahel suivait une logique relativement stable. Les flux étaient prévisibles, les contrats anciens mais reconduits. Et les acteurs étrangers occupaient une place centrale dans la gestion de l'eau et de l'énergie. Pour la majorité de la population, cette organisation était peu visible. L'eau arrivait, les coupures restaient ponctuelles et la dépendance demeurait abstraite. Dans ce cadre, la souveraineté hydrique n'était pas un sujet de débat quotidien, mais une notion technique réservée aux cercles administratifs. L'annonce de la fermeture a marqué la phase d'activation. En quelques heures, les signaux se sont multipliés. Les partenaires étrangers ont demandé des clarifications, les entreprises concernées ont suspendu certaines opérations, et les premières menaces de sanctions ont été évoquées publiquement. À l'intérieur du pays, l'information s'est diffusée rapidement, mêlant incompréhension, inquiétude et soutien. Ibrahim Traoré a justifié la décision comme une mesure de protection nationale, insistant sur le caractère temporaire mais nécessaire de la coupure. La montée en tension s'est produite dans les jours suivants. Les marchés ont commencé à réagir avec une hausse des prix de certains produits de première nécessité dans les zones les plus exposées aux perturbations hydriques. Des pénuries locales ont été signalées, notamment dans les régions où les infrastructures dépendaient fortement des systèmes gérés depuis l'extérieur. Sur le plan diplomatique, l'Union européenne et les États-Unis ont exprimé leur désapprobation, évoquant un risque d'isolement économique. Cette phase a cristallisé l'opposition entre deux lectures, celle d'un acte irresponsable et celle d'un geste de rupture assumé. Le point culminant est intervenu lorsque les multinationales impliquées dans la gestion de l'eau et de l'énergie ont officiellement suspendu leurs activités. Ce retrait a créé un vide opérationnel immédiat. Les autorités burkinabées ont dû prendre des mesures d'urgence, réaffecter des équipes locales et lancer un audit accéléré des infrastructures disponibles. C'est à ce moment que la décision a cessé d'être uniquement politique pour devenir une crise de gestion concrète, avec des conséquences mesurables sur le terrain. La phase de répercussion s'est installée progressivement. Après plusieurs semaines de tension, des signes d'adaptation sont apparus. Les ingénieurs locaux ont commencé à rétablir partiellement le réseau, les comités d'autocomités se sont multipliés et une organisation alternative a émergé, souvent improvisée. Les sanctions annoncées ne se sont pas toutes matérialisées immédiatement, mais l'incertitude est restée forte. Cette séquence, de l'avant à l'après, montre que la fermeture de la rivière Sahel n'a pas été un événement isolé, mais un enchaînement rapide où chaque étape a redéfini la suivante. Avant la fermeture, le point de référence était clair. La rivière Sahel alimentait un système largement externalisé. Selon l'audit national, plus de 70% du volume d'eau prélevée était orienté vers des usages industriels et énergétiques contrôlés par des intérêts étrangers, tandis que la consommation domestique et agricole locale restait peu de secondaire. Ce chiffre sert de base pour mesurer l'ampleur de la rupture engagée par Ibrahim Traoré. Le premier déplacement mesurable concerne les flux des feux financiers. Pendant des décennies, le Burkina Faso a versé environ 1,2 milliard de dollars à des entreprises étrangères dans le cadre de contrats hydrauliques et énergétiques conclus à partir de 1947. Après la fermeture de la rivière, une partie de ces paiements a cessé. En quelques mois, près de 300 millions de dollars qui quittaient auparavant le pays sont restés dans les caisses nationales. Ce montant n'a pas transformé l'économie, mais il a modifié l'équilibre immédiat. L'État a gagné une marge de manœuvre budgétaire jusque-là inexistante. Le deuxième indicateur clé concerne les infrastructures. Au moment de la coupure, la dépendance technique était presque totale. Les stations de pompage, les systèmes de régulation et même certaines procédures de maintenance reposaient sur des technologies ou des données contrôlées depuis l'étranger. 8 semaines plus tard, les autorités ont annoncé qu'environ 60% du réseau hydraulique avait été rétabli par des équipes locales.
Ce chiffre ne signifie pas une autonomie complète. Il indique cependant une capacité à éviter l'effondrement du système et à maintenir un accès partiel à l'eau pour une grande partie de la population. Un troisième élément, moins visible mais tout aussi structurant, concerne les données. Avant la décision, 80% des relevés hydriques et climatiques étaient stockés et exploités par une entreprise privée basée à Genève. Cette situation limitait la capacité de planification nationale. Après la fermeture, l'accès à ces données est devenu un enjeu central. Même si la récupération n'est pas totale, le processus a mis en lumière un changement. La souveraineté ne dépend pas uniquement des infrastructures physiques, mais aussi de l'information qui permet de les gérer. Pris ensemble, ces chiffres dessinent un mouvement clair. Le Burkina Faso est passé d'un modèle où la ressource, l'argent et la donnée échappaient les rentes largement au contrôle national, à une situation plus contrainte mais partiellement maîtrisée. La décision d'Ibrahim Traoré n'a pas créé de richesse immédiate. Elle a surtout déplacé le centre de décision, en échange d'un risque élevé et d'une pression internationale accrue. Les données montrent ainsi moins un succès ou un échec définitif qu'un changement de trajectoire mesurable. Les critiques de la fermeture de la rivière Sahel se structurent autour de deux arguments principaux, souvent avancés par des analystes internationaux et des acteurs économiques. Le premier affirme que le Burkina Faso ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires pour gérer seul une ressource aussi stratégique. Selon cette lecture, la perte des investissements étrangers, combinée à la suspension des partenariats techniques, expose le pays à des pénuries durables, à une dégradation accélérée des infrastructures et, à terme, à une instabilité sociale accrue. La dépendance antérieure n'est pas niée, mais elle est jugée préférable à un choc brutal susceptible de fragiliser un État déjà vulnérable. Le second argument insiste sur le risque macroéconomique. La fermeture de la rivière est présentée comme un signal négatif pour les marchés et les bailleurs de fonds. En rompant unilatéralement des accords anciens, le Burkina Faso s'exposerait à un isolement financier, à des sanctions ciblées et à une chute de la confiance des investisseurs. Dans cette perspective, même les gains immédiats comme les économies réalisées sur les redevances hydrauliques seraient rapidement annulés par la contraction du commerce, la hausse des prix et la baisse des flux de capitaux. Ces arguments reposent sur des risques réels et les données disponibles ne les invalident pas totalement. Les pénuries locales, les tensions sur les marchés et l'incertitude diplomatique ont bien été observées après la décision. Toutefois, la lecture inverse met en évidence un angle mort de cette critique. Elle suppose que la dépendance antérieure était soutenable à long terme. Or, les chiffres de l'audit montrent un système où plus de 70% de l'eau et l'essentiel des données stratégiques échappaient au contrôle national, sans amélioration structurelle des capacités locales, malgré des décennies de paiement. La réponse des partisans de la décision ne consiste donc pas à nier les coûts, mais à les comparer à ceux de l'inaction. La restauration rapide d'environ 60% du réseau hydraulique et la rétention de centaines de millions de dollars suggèrent une capacité d'adaptation plus élevée que prévu. La fermeture apparaît ainsi moins comme un pari aveugle que comme une tentative de rééquilibrage, où le risque immédiat est accepté pour réduire une vulnérabilité jugée permanente. La question centrale devient alors comparative. Quel scénario expose le pays au coût le plus durable, celui du choc ou celui de la dépendance prolongée? Ce constat bref marque un tournant dans la lecture de la crise. À mi-parcours, la fermeture de la rivière Sahel ne se résume plus à une coupure brutale, mais à une expérience de contrainte qui révèle des capacités inattendues. Ce qui devait être un choc terminal s'est transformé en test de résistance, observé autant par les partenaires étrangers que par les pays voisins. Le changement le plus significatif concerne la temporalité. Les prévisions les plus pessimistes tablaient sur une paralysie durable. Or, les données accumulées dans les semaines suivantes ont montré une adaptation progressive. La remise en service partielle du réseau, l'organisation de comités d'eau et la réaffectation de ressources financières ont déplacé le débat. Il ne porte plus uniquement sur la survie immédiate, mais sur la soutenabilité du modèle émergent. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré cesse d'être perçu uniquement comme l'auteur d'un geste radical. Il devient le point de convergence d'une décision qui oblige l'appareil d'État et la société à fonctionner sans filet extérieur. La fermeture agit comme un révélateur, exposant à la fois les failles accumulées et les marges d'autonomie longtemps sous-estimées. Ce moment médian ne tranche pas la question de l'avenir. Il indique simplement que la trajectoire n'est ni linéaire ni prédéterminée.
Le pays n'est plus dans l'instant de la rupture, mais dans une zone intermédiaire, où chaque choix compte davantage que le symbole initial. C'est là que se joue désormais l'issue réelle de cette décision. Les effets de la fermeture de la rivière Sahel se lisent désormais à travers des impacts distincts sur 4 groupes clés, chacun touché de manière différente par la décision portée par Ibrahim Traoré. Ces conséquences ne sont ni uniformes ni définitives, mais elles permettent de mesurer la portée réelle du choix opéré. Pour l'État, la première conséquence est budgétaire et politique. La rétention d'environ 300 millions de dollars auparavant versés à l'étranger a offert une respiration financière immédiate. Cette marge n'a pas suffi à compenser l'ensemble des pertes liées aux perturbations économiques, mais elle a permis de financer des mesures d'urgence, notamment la remise en état partiel des infrastructures hydrauliques. En parallèle, l'État a dû assumer un coût diplomatique élevé, avec des relations tendues et une surveillance accrue de la part des partenaires internationaux. La souveraineté gagnée s'accompagne ainsi d'une exposition plus forte. Pour les entreprises, l'impact a été contrasté. Les multinationales actives dans la gestion de l'eau et de l'énergie ont suspendu ou cessé leurs opérations, laissant derrière elles des installations incomplètes et un vide organisationnel. Cette rupture a fragilisé certains secteurs dépendants de ces services. À l'inverse, des acteurs locaux ont commencé à émerger. De petites structures spécialisées dans la maintenance hydraulique ou les solutions mécaniques adaptées au terrain ont trouvé un espace inédit. L'environnement reste instable, mais un tissu économique local, jusque-là marginalisé, a gagné en visibilité. Du côté de la population, les conséquences ont été immédiates et inégales. Dans certaines zones urbaines, les coupures ont été contenues grâce à la restauration rapide d'une partie du réseau. Dans les régions rurales, l'accès à l'eau est devenu plus incertain, obligeant les communautés à s'organiser. Les comités d'eau mis en place localement ont joué un rôle central dans la répartition de la ressource. Cette mobilisation a renforcé la solidarité, mais elle s'est aussi accompagnée de sacrifices quotidiens, notamment pour les ménages les plus vulnérables. Enfin, pour la région, la décision a produit un effet d'observation. Le Mali et le Niger ont vu émerger des débats internes sur leurs propres accords hydriques et énergétiques hérités de la période coloniale. Sans reproduire le geste burkinabé, ces pays ont commencé à questionner leur dépendance. La fermeture de la rivière Sahel a ainsi agi comme un signal, plus que comme un modèle, montrant qu'une rupture est possible, mais coûteuse. Pris ensemble, ces effets dessinent un tableau nuancé. La décision d'Ibrahim Traoré n'a ni résolu les problèmes structurels, ni provoqué l'effondrement annoncé. Elle a redistribué les contraintes entre acteurs, en transformant une dépendance diffuse en responsabilité visible. La question qui se pose désormais n'est plus celle de l'impact immédiat, mais de la capacité à inscrire ces changements dans la durée sans épuiser les ressources sociales et économiques du pays. À court et moyen terme, l'évolution de la situation se structure autour de 3 trajectoires plausibles, chacune conditionnée par des choix internes et des réactions extérieures. Ces scénarios ne sont pas des prédictions, mais des cadres de lecture pour mesurer les marges réelles dont dispose le Burkina Faso après la fermeture de la rivière Sahel. Dans une trajectoire dite de base, le pays parvient à maintenir un équilibre fragile. Les sanctions restent limitées ou ciblées. L'économie ralentit sans s'effondrer et la gestion de l'eau demeure partiellement stabilisée grâce aux infrastructures restaurées. Les économies réalisées sur les redevances hydrauliques sont absorbées par des dépenses d'urgence, laissant peu de marge pour l'investissement de long terme. La croissance reste modeste, mais la situation ne dégénère pas. Ce scénario suppose une capacité continue à improviser et à éviter les ruptures majeures, sans pour autant résoudre les faiblesses structurelles. Dans une trajectoire plus favorable, une consolidation progressive. Les compétences locales se renforcent, la coopération régionale s'intensifie, notamment avec le Mali et le Niger, et de nouveaux partenariats non occidentaux émergent. La transition énergétique, en particulier solaire, commence à compenser partiellement les pertes liées à la coupure. L'État gagne en crédibilité interne, ce qui facilite l'adhésion de la population aux efforts demandés. Dans ce cas, la fermeture de la rivière devient le point de départ d'un modèle plus autonome, encore imparfait mais stabilisé. Dans une trajectoire plus difficile, une aggravation des contraintes. Les sanctions se durcissent, l'accès aux financements extérieurs se ferme et les pénuries deviennent plus fréquentes.
La pression sociale augmente, notamment dans les zones rurales, et l'État peine à maintenir les services essentiels. Les infrastructures réparées montrent leurs limites faute de maintenance suffisante. Dans cette configuration, la décision initiale reste symboliquement forte, mais son coût économique et social devient difficilement soutenable. Face à ces trois trajectoires, une recommandation s'impose. Éviter la lecture binaire. Le succès ou l'échec ne dépendra pas d'un seul facteur, mais de la capacité à ajuster en continu les choix politiques, techniques et diplomatiques. La question centrale n'est donc pas de savoir quel scénario se réalisera, mais comment réduire la probabilité du pire tout en augmentant les chances d'un rééquilibrage durable. À ce stade, la fermeture de la rivière Sahel cesse d'être uniquement une affaire d'État ou de diplomatie. Elle renvoie à des choix qui concernent des groupes bien plus larges, y compris ceux qui observent la situation de l'extérieur. Pour les citoyens burkinabés, la décision a déjà modifié des gestes quotidiens simples: l'accès à l'eau, le temps consacré à s'en procurer, la priorité donnée à certains usages plutôt qu'à d'autres. Ces ajustements, discrets mais répétés, transforment la contrainte politique en réalité vécue. Pour les travailleurs et les entrepreneurs locaux, l'impact prend une autre forme. Certains secteurs ont perdu des partenaires ou des débouchés, tandis que d'autres ont vu apparaître des opportunités inattendues. La nécessité de réparer, maintenir et gérer localement des infrastructures a mis en valeur des compétences longtemps sous- sous-utilisées. Cette reconfiguration ne garantit ni stabilité ni prospérité, mais elle redéfinit la place du travail local dans un système auparavant dominé par des acteurs extérieurs. Pour les observateurs régionaux et internationaux, la situation interroge différemment. Elle pose une question rarement formulée aussi directement. Jusqu'où une société est-elle prête à accepter une baisse de confort immédiate pour réduire une dépendance jugée structurelle? Le cas du Burkina Faso agit comme un miroir, invitant d'autres pays à examiner leurs propres compromis entre efficacité à court terme et contrôle à long terme. Enfin, pour le spectateur lui-même, cette séquence ouvre un espace de réflexion plus large. Elle dépasse le cas burkinabé pour toucher à des thèmes universels: la gestion des ressources, le coût réel de la souveraineté et la responsabilité collective face à des choix politiques risqués. Observer cette expérience, c'est aussi s'interroger sur ses propres seuils d'acceptation et sur les priorités que l'on serait prêt à défendre dans une situation comparable. À partir de ce point, la question n'est plus seulement d'évaluer une décision passée, mais d'identifier les conditions minimales pour qu'elle reste soutenable. La trajectoire ouverte par la fermeture de la rivière Sahel exige une série d'actions coordonnées, sans lesquelles le coût de la rupture pourrait dépasser ses bénéfices potentiels. Cette feuille de route ne promet pas un résultat, elle décrit des leviers. La première étape concerne la consolidation technique. Restaurer 60% du réseau a permis d'éviter l'effondrement, mais la priorité devient désormais la maintenance. Former des équipes locales, standardiser des procédures simples et sécuriser l'approvisionnement des pièces essentielles conditionnent la stabilité de l'accès à l'eau. Sans cet effort, les gains initiaux risquent de s'éroder rapidement. La deuxième étape porte sur l'énergie et les alternatives. La dépendance hydraulique a révélé une vulnérabilité plus large. Investir progressivement dans des solutions locales, notamment solaires, permettrait de réduire la pression sur la ressource hydrique tout en limitant l'exposition aux chocs extérieurs. Ces choix demandent du temps, mais ils offrent un horizon de réduction des contraintes. La troisième étape est régionale. Aucun pays du Sahel ne peut gérer seul des ressources partagées et des infrastructures interconnectées. Renforcer la coopération avec le Mali et le Niger à travers des cadres communs de gestion de l'eau et de l'énergie pourrait transformer une décision nationale en dynamique collective. Cette approche réduit les risques d'isolement tout en diluant les tensions diplomatiques. Enfin, la quatrième étape relève de la gouvernance. La transparence sur l'usage des fonds économisés, l'accès public aux données hydriques et l'implication des communautés locales sont essentiels pour maintenir le soutien interne. Sans cette confiance, même une décision portée par Ibrahim Traoré perdrait sa légitimité opérationnelle. Lorsque l'on revient aux scènes observées au début, loin des déclarations officielles, une image persiste, celle d'ingénieurs burkinabés travaillant sur des installations vieillissantes, parfois sans schéma complet ni soutien extérieur. Ce détail, presque banal, résume mieux que tout discours la portée de la fermeture de la rivière Sahel. La souveraineté ne s'est pas manifestée dans un geste spectaculaire,
mais dans une suite de décisions techniques, prises ou contraintes, avec des moyens limités. Ce rappel permet de relire l'ensemble de la séquence sous un autre angle. La décision portée par Ibrahim Traoré n'a pas simplement opposé un pays à des partenaires étrangers. Elle a obligé une société entière à confronter ses propres capacités, ses limites et ses priorités. Les comités d'eau improvisés, les réparations partielles, les ajustements quotidiens ont constitué une réponse collective à une rupture imposée par le sommet de l'État. Ce chemin reste fragile. Rien n'indique que l'autonomie acquise soit irréversible, ni que les tensions économiques et sociales disparaîtront. Mais quelque chose a changé durablement. La dépendance n'est plus abstraite. Elle a été nommée, chiffrée et transformée en débat public. Cette prise de conscience constitue peut-être l'héritage le plus solide de cette période. Au-delà des chiffres et des scénarios, la fermeture de la rivière Sahel a redéfini une frontière symbolique. Elle sépare un avant, où les choix étaient délégués, d'un présent, où ils sont assumés, avec leurs conséquences. La souveraineté commence là où l'on accepte le coût du choix. Arrivé à ce point, le récit de la fermeture de la rivière Sahel ne demande ni adhésion ni rejet. Il invite à une mise en perspective. Ce qui s'est joué au Burkina Faso sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'est pas un modèle prêt à l'emploi, ni une anomalie isolée. C'est une expérience politique et sociale menée sous contrainte, avec des résultats partiels, des coûts visibles et des effets encore ouverts. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher à distance, mais de tirer des enseignements transférables. Que révèle cette séquence sur la gestion des ressources vitales, sur la dépendance héritée d'accords anciens, et sur la capacité réelle d'un État à reprendre la main sans filet extérieur? Ces questions dépassent largement un pays ou une région. Dans un monde où l'eau, l'énergie et les données deviennent des leviers stratégiques, le cas burkinabé agit comme un signal faible mais persistant. Il rappelle que chaque choix collectif implique un arbitrage entre confort immédiat et contrôle à long terme, entre stabilité apparente et vulnérabilité structurelle. La discussion reste ouverte et elle gagne à l'être sans slogan ni simplification. À votre avis, jusqu'où une société peut-elle accepter le coût du choix avant de le remettre en question?